Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation qui me donne donc l'occasion de vous parler de ce projet PEPA. L'idée, c'était plus que vraiment d'approfondir le sujet de PEPA, c'était aussi de vous faire un retour d'expérience sur ma candidature pour un PREPS. Donc je ne reviens pas sur le titre de cette étude. Et d'abord, la genèse de ce projet. Donc j'ai fait un doctorat de santé publique financé d'ailleurs par une bourse de la PHP, une bourse doctorale destinée à l'époque où j'ai candidaté aux infirmières, que j'ai eu la chance de décrocher puisqu'elle m'a permise d'être détachée des soins pendant 3 ans et de réaliser cette thèse qui portait sur les parcours de soins des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire, donc le cancer primitif du foie le plus important en termes de fréquence, et interroger le rôle des infirmiers dans l'amélioration de ces parcours de soins. Et parmi les rôles infirmiers, il y avait bien sûr les infirmières de coordination, mais aussi les infirmiers en pratique avancée. C'était le tout début des IPA, et donc j'avais fait une première étude assez précoce qui visait à identifier les freins et leviers à l'implantation des IPA en France, publié donc dans Nursing Open, dont vous voyez la publication sur cet écran. Et donc après la thèse, on s'est interrogé sur l'opportunité de continuer finalement ce premier travail, mais qui était très précoce, comme je vous l'ai dit, donc qui concernait les 300 premiers IPA. Et entre-temps, il y avait des IPA en plus. Et donc, en discutant notamment avec la coordinatrice de recherche en soins de mon groupe hospitalier, je travaille à l'hôpital Beaujon à la PHP. Et dans chacun des groupes hospitaliers de la PHP, il y a un coordonnateur de recherche en soins. Et donc, on s'est dit qu'on allait poursuivre ce travail, mais à plus grande ampleur, plus grande échelle, sur le territoire national, avec plus d'IPA. Et là, on s'est posé la question du choix de l'appel à projet. Et ce qui est drôle, c'est que on en apprend tous les jours, parce que en fait, j'avais des idées sur ce que c'était qu'un PHRIP, ce que c'était qu'un PREPS, et notamment de ce qui était attendu par les jurys, et aussi j'avais des idées préconçues sur un montant maximal qu'on pouvait demander dans le cadre de ces appels à projets. En gros, nous, on se posait la question, on hésitait entre soumettre ce projet-là pour un PHRIP, parce qu'il concernait l'implantation des infirmiers en pratique avancée, donc portait sur le rôle d'un des auxiliaires médicaux. Je déteste le terme paramédical, vous ne m'entendrez pas le prononcer ici. Ou un PREPS, puisqu'il s'agissait d'interroger une nouvelle organisation de soins et sa performance sur le système de santé. Et finalement, on s'est dit, en demandant un PREPS, on pourra demander plus d'argent. Bon, vous voyez comment on choisit un appel à projet en ayant des idées fausses en tête. Et puis on s'était dit aussi, le jury du PREPS aime bien les projets pluridisciplinaires. Je sais pas, on avait ça en tête aussi. Et puis comme on avait l'intention de faire un projet pluridisciplinaire, on s'est dit que du coup on allait plutôt répondre au PREPS. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans mes antécédents de réponse à des appels à projets, j'avais répondu à plusieurs reprises à l'appel à projet du PHRIP, avec, franchement, je vous le dis, des très jolis projets. Je suis accompagnée par l'unité de recherche clinique de mon groupe hospitalier, et puis ça fait plusieurs fois qu'on se casse les dents au moment de la phase du protocole, c'est-à-dire qu'on passe la phase de la lettre d'intention, et puis le projet n'est pas retenu à la phase de protocole. Sans qu'on comprenne toujours bien pourquoi, mais bon, c'est comme ça, donc on s'est dit on va changer de crèmerie, puis peut-être qu'on aura plus de chance avec le PREPS. Et effectivement, ça a marché. Alors évidemment, ça a marché aussi parce qu'on répondait à l'objectif de l'appel à projet PREPS, qui visait donc l'amélioration de l'efficience des offreurs de soins et de leur organisation, et l'expérimentation et évaluation des organisations permettant une meilleure qualité des soins et des pratiques. Donc je vous ai dit que ça avait marché, puisqu'on a eu le PREPS et on a obtenu un financement de 700 186 € pour mener à bien cette étude
ce qui est à la fois évidemment entre guillemets assez confortable, puisque c'est quand même ce genre d'appel à projet qui permettent d'obtenir un budget de cette nature. Et en même temps, et je vais vous en dire un mot, finalement, je regrette de ne pas avoir demandé un petit peu plus de temps, et donc de temps financé, pour coordonner l'étude, parce que c'est un travail énorme, très difficile à mener quand on a une activité clinique à 100%. L'objectif principal du PREPS est donc de PEPA, est de décrire et comprendre les facteurs qui influencent la mise en œuvre effective de la pratique avancée infirmière en France, en soins primaires et en établissement de santé, avec comme critère de jugement principal, donc c'est ce qu'on appelle une évaluation mixte, parce que dans les méthodes que j'évoquerai juste après, il y a des méthodes mixtes, c'est-à-dire quantitatives et qualitatives. Le critère est donc les facteurs, les freins et leviers influençant le processus d'implantation de la pratique avancée en France, selon les mentions, puisqu'il existe 5 mentions de pratique infirmière avancée, et les types d'exercices, c'est-à-dire en soins primaires ou en établissement de santé, et ça année par année. Plusieurs objectifs secondaires, comme décrire la typologie des IPA diplômés, analyser leur rôle et leur mission, cartographier le déploiement des IPA et proposer des dimensions d'impact de la pratique avancée. Alors, comment on répond à un appel à projet en pratique? Déjà, un projet, une étude, un projet de recherche, il y a un porteur, certes, mais c'est bien sûr une équipe de recherche qu'il faut constituer en regard des objectifs de l'étude et des méthodes que nous souhaitons mettre en œuvre pour répondre à ces objectifs. Ce projet, comme je vous l'ai dit, utilise une méthode mixte, donc à la fois quantitative par la diffusion de questionnaires et une analyse quantitative de ces questionnaires, et des méthodes qualitatives avec notamment des études de cas qui sont menées sur des terrains où exercent des IPA, et donc par des observations et des entretiens. Je vous disais que c'est un projet pluridisciplinaire, puisqu'on a constitué une équipe de recherche avec des chercheurs en sciences infirmières, en sciences de gestion, en économie de la santé et en géographie de la santé. Et donc pour ça, on a réuni des chercheurs de la PHP, qui est le promoteur de l'étude, et de l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Comment on a été chercher l'IRDES? Tout simplement, on a regardé quels étaient les chercheurs qui publiaient sur un sujet, sur le sujet de la pratique avancée ou de l'extension des rôles infirmiers. Et puis, on les a contactés et ils ont dit OK pour travailler avec nous. Dans la constitution de l'équipe, il faut aussi des personnes pour nous aider en termes de méthodologie, en termes d'analyse, par exemple, statistique, de nos recueils, en lien avec notre recueil de données quantitatives, et puis aussi un chef de projet qui, lui, va nous accompagner, notamment déjà pour faire l'estimation du budget nécessaire, aussi dans tout ce qui est réalisation des démarches éthiques et réglementaires. Et puis quand on obtient le financement, c'est lui qui va gérer le budget, bien sûr en lien direct avec l'investigateur principal de l'étude. Les 700 000 € n'ont pas été versés sur mon compte en banque, mais bien sur celui je ne sais pas exactement où c'est d'ailleurs, mais en tout cas, celui qui gère le budget, c'est le chef de projet, c'est à lui que je demande, j'ai besoin d'argent, je fais des devis, et puis il finance les devis que je lui envoie. Alors, comme ça a été dit précédemment, on rédige d'abord une lettre d'intention. Donc, il y a un cadre formalisé sur une plateforme qui s'appelle Innovarc. Moi, je trouve ça assez simple en pratique de répondre à cette lettre d'intention. Ce qui est toujours difficile, c'est de réussir à résumer en un nombre de mots limité ce que vous souhaitez mettre en œuvre. La lettre d'intention a été retenue, donc déjà on est hyper content, et le commentaire du jury était que c'était un sujet stratégique, mais il nous demandait pourquoi ne pas cibler des IPA déjà formés, et puis aussi on souhaitait
dans le cadre de l'étude, mettre une phase préalable de construction, de validation d'un questionnaire. Et il nous a été demandé de le faire hors cadre de l'étude et donc de le faire en amont du démarrage de l'étude. Donc, on a rédigé le protocole de recherche. Bien sûr, si vous souhaitez qu'il soit retenu, il vaut mieux prendre en compte les remarques du jury. Et ce projet, donc, a été retenu. Alors, où on en est ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout prend du temps, vraiment beaucoup de temps, que ce soit les démarches éthiques et réglementaires. Finalement, la construction des questionnaires, pour qu'ils soient valables, entre guillemets, scientifiquement, il nécessite d'être travaillé, testé. Éventuellement, ils doivent faire l'objet de validation. Tout ça prend du temps aussi, d'autant plus quand vous avez plusieurs équipes de recherche qui sont impliquées dans un projet. Comme je vous l'ai dit, ça nécessite une coordination importante. Dans mon cas, je suis maître de conférence depuis septembre 2024 à l'Université Paris-Cité, donc avec des missions d'enseignement et un temps... je suis payée pour faire de la recherche. Quand j'étais IPA dans mon groupe hospitalier, les IPA, en tout cas dans mon groupe hospitalier, on a beaucoup de chance, ont 20% de temps dédié à des activités dites transversales, c'est-à-dire non cliniques, directes auprès du patient. Mais dans ces activités transversales et dans ce 20%, je ne fais pas que de la recherche, et notamment je faisais déjà de l'enseignement. Et finalement, et puis même quand on nous dit vous avez 20%, il y a beaucoup de patients à voir et finalement on n'arrive pas à dégager un vrai temps, par exemple une journée par semaine pour se consacrer à son projet de recherche. Donc en tant qu'investigateur principal de l'étude et en tant que coordinatrice de l'étude, ça n'a pas été simple de libérer du temps nécessaire pour coordonner cette étude et donc obligatoirement ça ralentit les différentes phases de l'étude. Mais nous avançons. Et donc, aujourd'hui, on a diffusé un premier questionnaire qui est en cours d'analyse statistique avec l'unité de recherche clinique. Les études de cas, donc une chercheuse se déplace sur des terrains où exercent des IPA et les observe et réalise des entretiens. C'est en cours, ça marche bien. Et nous allons diffuser le deuxième questionnaire en début d'année prochaine. Bien sûr, j'invite toutes les personnes concernées par ce questionnaire à répondre parce que plus nous aurons de données, plus nous aurons de répondants et plus les résultats seront probants. Et voilà, j'ai fait assez court. Donc l'étude s'appelle PEPA, notamment les IPA, les étudiants IPA. Quand vous verrez ce logo, vous penserez à moi et vous direz il faut qu'on réponde. Je vous remercie et puis bien sûr à votre disposition dans un deuxième temps pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, le titre est un peu long et en fait il se prononce flare parce que flare en anglais ça veut dire exacerbation et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors moi je vais vous présenter mon projet et mon projet c'est surtout une histoire. Vous m'entendez ? Voilà, donc c'est l'histoire d'une rencontre entre une infirmière, donc vous l'avez compris, c'est moi, qui avait le sentiment qu'on avait finalement en France tout pour prendre en charge la pathologie asthmatique, mais que malgré tout ça fonctionnait pas parfaitement. Et la rencontre avec des pneumologues qui, eux, étaient complètement sursollicités pour des problématiques qui étaient liées au non-respect des recommandations, que ce soit sur le plan des consultations, des passages aux urgences et des hospitalisations, et qui, du coup, posent problématique et impactent beaucoup sur le recours aux soins au quotidien. Alors c'est vrai que l'asthme en France, c'est quand même 4 millions de personnes. C'est aussi 60 000 passages aux urgences évitables. C'est aussi 1000 décès par an, dont 50% sont liés à une prise en charge inadaptée. C'est assez effarant. Mais l'asthme en France, c'est aussi une prise en charge qui est très complète avec des sociétés savantes qui mettent à jour régulièrement les recommandations et qui mettent en place des outils pratiques, par exemple des outils en ligne, parce qu'on a l'outil Zephyr qui vous permet de savoir en fait comment vous administrez vos traitements. C'est aussi des traitements innovants avec l'accès aux biothérapies maintenant. C'est aussi des applications comme l'application Hepfile qui vous permet de vous filmer grâce à l'intelligence artificielle et de savoir si vous vous administrez correctement votre traitement.
C'est de l'éducation thérapeutique aux patients, avec de plus en plus de centres qui ouvrent, malgré les problématiques qu'on connaît liées au personnel, hein, tout simplement. Et un accès facilité en France aux essais cliniques. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a été voir un petit peu dans la littérature et on s'est rendu compte qu'en Finlande, ils avaient fait partie des premiers à mettre en place un programme de santé publique qui implique tous les acteurs de soins pour tous les aspects diagnostic, traitement et éducation des patients asthmatiques. Et grâce à ce programme, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une baisse de 46% du nombre total de consultations d'urgence liées à l'asthme et qu'entre 1994 et 2016, ils étaient passés de 20% de patients présentant un asthme sévère à 2 à 5%. Ce qui est quand même assez remarquable. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors chez nous, le patient autonome, sa prise en charge, quand il est asthmatique, elle repose principalement sur le médecin généraliste et sur les professionnels d'officine. Parfois sur les pneumologues, mais c'est quand même un peu plus rare. Et à Foch, on a une grande chance. La chance qu'on a, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec les professionnels de ville. On a une pharmacienne qui travaille avec nous et qui est chargée de faire le lien entre la ville et l'hôpital. Et on travaille en étroite collaboration avec les CPTS. Donc on est allé les voir et on a échangé avec eux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nous, nos problématiques qu'on rencontrait à l'hôpital, ça leur parlait totalement. Et qu'eux, ils avaient aussi une augmentation du nombre de patients qui avaient des traitements inadaptés et qui venaient en officine, en exacerbation, ou qui venaient renouveler leur traitement plus que de mesure. Donc, de ces deux passions communes est né le projet FLAIR dont je vous parle aujourd'hui. En France, donc, les professionnels d'officine, on sait qu'ils sont en première ligne de l'éducation des patients et de la coordination des soins. Ça, les textes législatifs nous le disent. Et notamment depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009 qui a mis en place les entretiens pharmaceutiques. Et les études, elles s'accordent sur l'importance de leur rôle sur les questions d'éducation thérapeutique et d'observance médicamenteuse. Mais les études, ce qu'elles nous disent également, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité dans les pratiques et dans les connaissances qui concernent toutes les recommandations en lien avec la prise en charge de la pathologie asthmatique. Alors, notre question était celle-ci, c'était quelle est la conséquence sur la prise en charge des patients? Comment les patients comprennent les consignes qu'on leur donne, quelles sont les consignes qu'on leur donne, et quel impact ça a sur la manipulation des dispositifs à domicile et sur l'observance médicamenteuse derrière. Donc notre hypothèse, c'était que le perfectionnement des connaissances des professionnels qui exercent en officine, dans notre cas au sujet de l'asthme, peuvent permettre, si on les forme, de valoriser les compétences des pharmaciens, d'uniformiser les pratiques et de renforcer la collaboration entre la ville et l'hôpital pour favoriser la stabilisation des pathologies chroniques, donc pour nous, l'asthme. Donc notre étude, c'est une étude pragmatique, descriptive et prospective qui vise donc à mesurer, à l'aide d'un questionnaire en ligne, les connaissances, enfin le niveau de connaissances des professionnels d'officine, des pharmaciens, mais pas que, parce que vous le savez tout comme moi, quand on va en pharmacie, on ne rencontre pas que des pharmaciens. Donc on s'intéresse aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. Voilà. Donc notre projet, il se passe en 2 phases, comme vous le voyez là. Hop. Une première phase avec ce qu'on a démarré maintenant, un programme d'auto-évaluation professionnelle, où les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ont accès, par le biais d'un flashcode, à un auto-questionnaire en ligne qui leur permet de s'auto-évaluer. C'est totalement anonyme et ça leur permet de tester leurs connaissances. Voilà. Et une seconde phase, qui n'a pas du tout démarré, mais l'idée, c'est de cette première phase d'en tirer des besoins en termes de formation et de leur proposer une formation derrière. Voilà. Les objectifs secondaires de l'étude sont en lien avec ces 2 phases. Donc, dans un premier temps, on va aller étudier les liens entre le niveau de connaissance et les caractéristiques des professionnels qui ont complété les questionnaires. On va aller aussi identifier les besoins de formation et les freins à la mise en place des entretiens. Voilà. On va aussi aller regarder les professionnels qui sont formés à l'ETP parce que c'est assez intéressant. Et sur la deuxième phase, là, ça va être un peu plus pragmatique. On va aller regarder l'évolution du niveau de connaissance des professionnels avant et après la formation et on va s'intéresser à leur satisfaction, tout simplement. Donc, maintenant qu'on avait construit ce projet, donc en collaboration avec la CPTS, il faut essayer de le valoriser pour pouvoir le mettre en place. Et c'est tout l'objet de mon intervention aujourd'hui. À Foch, on a la chance d'avoir un professionnel qui est un grand officer.
Le Grant Officer, c'est un joli nom, hein, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Et ben, c'est un professionnel qui veille, qui exerce une veille pour pouvoir identifier les différents appels à projets et les différents volets qu'on peut mobiliser pour pouvoir valoriser nos projets de recherche. Donc il va exercer cette veille, mais il va aussi, quand on lui présente des projets, regarder en fonction de notre thématique, de notre budget prévisionnel, de la temporalité de notre projet et de l'ampleur du projet, à quel appel à projet est-ce qu'on peut répondre. Dans notre cas, tout semblait être en lien avec l'appel à projet Respire. Donc j'ai mis mode d'emploi, mais en gros on a été voir la notice ou la note d'information qui vous a été détaillée tout à l'heure. Et on s'est rendu compte que notre projet, il cochait plutôt pas mal les cases. Donc, développement de la recherche en soins primaires. Nous, on travaille avec la CPTS et les pharmaciens. Collaboration et partenariat. Hôpital Foch, CPTS, officine de ville. Les lieux d'exercice qui mettent en œuvre des soins primaires. Nous, on s'intéresse vraiment aux officines. Hein. Le calendrier de l'appel à projet qui correspondait parfaitement au calendrier de l'étude et notamment à la phase dans laquelle on en était sur la construction du projet. Et puis, alors on vous dit qu'il n'y a pas de budget maximum, moi j'avais quand même en tête qu'il ne fallait pas dépasser un certain budget. En tout cas, notre budget rentrait dans le cadre d'un budget que j'avais en tête maximum de 400 000 € par projet. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a complété la phase 1, qui était de rédiger une lettre d'intention. Donc les lettres d'intention, nous on n'est pas passé, comme c'est Respire, je suppose que c'est parce que c'est récent, mais on n'est pas passé par la plateforme Innovarc. On a complété cette lettre d'intention, on a construit une grille budgétaire qu'on a voulu le plus juste possible. Et on a fourni donc le CV de l'investigateur et de ma collègue méthodologiste qui m'accompagne sur tous les fronts pour envoyer donc notre candidature. Ça s'est passé au mois de mars cette année. Suite à ça, on a eu une réponse positive avec des commentaires, donc on était ravis. Et on a déposé le protocole complet avec la lettre d'intention qu'on avait déjà fait une fois modifiée en fonction des commentaires qui nous ont été émis, le calendrier du projet, le cofinancement et l'attestation de dépôt qu'on a déposé fin juin. Et on a eu donc le résultat au mois d'octobre. Voilà pour un peu la temporalité, pour les questions que vous vous posiez. Je ne peux pas vous donner la recette magique pour réussir un appel à projet. Moi, si je le savais, ce serait super, mais non. Par contre, je peux vous dire sur quoi nous, on a été attentifs. On a été attentifs sur la rédaction, parce que c'est vrai qu'on vous demande vraiment de résumer votre projet en un nombre de mots maximum, le nombre de caractères, et ce n'est pas toujours facile comme exercice, surtout quand c'est un projet qui a plusieurs volets avec plusieurs collaborations. Donc on a été très attentifs à ça. Et malgré tout, on a eu des remarques, ce qui veut dire que même si c'était compréhensible pour nous, ça n'est pas forcément en face pour la personne qui relit. Le respect des consignes de dépôt, tant du point de vue des dates que des documents et que de la nomenclature qui est précise. Faire apparaître la date des BPC dans les CV, c'est un détail, mais auquel je tiens. Répondre aux commentaires, bien évidemment, parce que si vous voulez avoir une chance de passer à l'étape suivante, il faut bien répondre aux commentaires. Et d'avoir un calendrier et un budget réaliste. Résultats, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a reçu les résultats au mois d'octobre. Et l'état d'avancement, aujourd'hui on est dans la phase 1 qu'on a démarré, on a obtenu du coup la validation du projet par le comité d'éthique et on a à ce jour 27 réponses sur les 35 minimales attendues. Il faut savoir qu'on va approcher 99 officines, ce qui représente à peu près 350 professionnels. Et que dans ce type de projet, on estime qu'on a normalement un taux de réponse qui doit être de 10%. Donc on s'est fixé 35. Aujourd'hui, on a fait 2 villes, en sachant qu'on va dans toutes les villes qui sont autour de notre établissement. Et on n'a fait que 2 villes, on a obtenu 27 réponses, donc on est optimiste, on se dit qu'on va y arriver. Malgré tout, on a pris un petit peu de retard sur le calendrier projet, comme ça arrive souvent. Et on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment aller à la rencontre des professionnels, parce que d'envoyer un mail, ça ne fonctionne pas, en tout cas ça ne suffit pas. Ils sont comme nous, ils sont surchargés par les mails. Et finalement, c'est pas plus mal parce que les témoignages qu'on a pu avoir des professionnels qu'on a rencontrés étaient très précieux et vont nous permettre du coup d'implémenter la phase 2 du protocole. Et je vous remercie de votre attention.